Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler loud quitting dans quelques instants avec Emmanuel Barbara, associé chez Auguste de Bouzy. Ensuite, on évoquera la Société pluriprofessionnelle d'exercice, la SPE, avec Anne-Charlotte Kervolen, docteur en droit. Et ensuite, Stéphanie Foulgoc, associée chez Next Avocat, viendra nous parler des différents types de harcèlement en ligne. Voilà pour les titres. On commence tout de suite ce Lex Inside avec Emmanuel Barbara, associé chez Auguste de Bouzy. Emmanuel Barbara, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le loud quitting? D'abord, c'est en anglais. Donc, traduction, il s'agit littéralement d'une démission bruyante ou d'une démission sous fracas. L'idée, c'est la publicité. En fait, c'est un concept. C'est un concept qui nous vient des États-Unis et qui a surgi comme une sorte de phénomène constaté post-Covid, bien évidemment, et qui est constaté dans les modalités sous lesquelles les personnes quitteraient leur travail, c'est-à-dire en le faisant savoir. Et où ? Sur les réseaux sociaux ou encore sur particulièrement TikTok. Et c'est à l'occasion d'un hashtag qui a réuni des millions de vues que l'on s'est rendu compte que cela correspondait à une manière, en quelque sorte, d'être au monde, de faire savoir dans cette ère numérique le fait que moi, je quitte cette entreprise et puis je dis pourquoi. Et de le fait de dire pourquoi, en général, ce sont des motifs peu amènes, crée toute une série finalement de questions juridiques. Alors, quand on regarde le sujet sous langue français, si on devait le traduire, il y a l'idée que l'on puisse aussi faire savoir que l'on a quitté l'entreprise pour tel motif. Je viens de le dire, mais il y a un autre sous-cas qui est presque plus intéressant. De quoi s'agit-il ? C'est le fait d'aller faire savoir en interne, donc pas à l'extérieur, mais en interne, assez calmement, assez publiquement, faire connaître les motifs d'insatisfaction et de mécontentement de nature à, le cas échéant, obtenir dans le cadre d'un accord bien compris des uns et des autres, d'arranger le sujet de mécontentement, voire d'empêcher la fameuse démission qui est évidemment sur la table. C'est une méthode radicalement inconnue du temps de mon époque, puisque l'on ne se mettait pas en scène de la sorte. C'est quelque chose qui est né après la crise des questionnements par rapport à ce que je veux faire de mon métier, de mon avenir, de ma carrière. C'est tout à fait ça, parce que, vous voyez, on sait nous-mêmes, enfin, dans le monde entier, on s'acharne à parler de ce que travailler veut dire et de discuter de manière plus finement du rapport au travail. Et ces phénomènes-là, vus comme le loud quitting, rentrent dans la catégorie qui est plus générationnelle et qui donc touche particulièrement les plus jeunes d'entre les travailleurs et qui trouvent naturel, dans le prolongement de ce qu'ils vivent, de le faire connaître du bout de leurs doigts au monde entier. Et ce, en dépit, pardonnez-moi, hein, mais il y a toujours une face plus obscure à la chose, et ce, en dépit à la fois du risque qu'ils encourent personnellement. Je veux parler de leur avenir professionnel, en quelque sorte. Peut-être que de les voir de la sorte s'exprimer n'est pas un encouragement pour l'employeur successif. Et puis, vis-à-vis de l'employeur quitté, en quelque sorte, se pose la question fort intéressante du rapport entre la liberté d'expression, qui est manifeste et très largement protégée par les libertés fondamentales, notamment dans notre pays, d'une part, avec d'autre part les obligations tirées du contrat de travail, quand bien même ce contrat de travail aurait cessé. Je veux parler de l'obligation de loyauté et de l'obligation de bonne foi, en quelque sorte. Donc, j'allais dire à bon entendeur salut, il s'agit véritablement d'une nouvelle geste, vous voyez, une nouvelle façon d'être, et probablement que non seulement le droit, mais les entreprises doivent prendre en considération cette nouvelle manière d'être au monde. Alors, vous parlez des entreprises, justement. Vous avez parlé du fait de parler bruyamment du fait de son mécontentement. Donc, ça comporte un certain nombre de risques sur la marque employeur, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres risques pour les employeurs ? Le risque principal est que, évidemment, d'une certaine façon, lorsqu'une nouvelle de cette nature, c'est-à-dire peu enthousiasmante, est partie dans les réseaux, un peu comme le dentifrice, on a du mal à le faire rentrer dans le tube. En d'autres termes, c'est fait. Et de nos jours, on l'a vu par rapport à toutes ces évolutions sociétales qui exigent de l'entreprise un projet d'entreprise conscient et soucieux de ce qu'on appelle la RSE, et notamment dans le RSE, le S de social, évidemment, la réputation entre en ligne de compte. Et donc, c'est à cet égard-là que
les employeurs peuvent être inquiets de ce que cela bruisse sur les réseaux. Et c'est à la fois, donc ça c'est le risque réputationnel, comme on dit, pour lequel, eh bien, dans le fond, j'allais dire, c'est fait. Mais l'avantage probablement du risque, quand même, il y en a un, c'est, me semble-t-il, une invitation faite aux entreprises de véritablement faire l'effort qu'il convient pour que les conditions de travail ne soient pas susceptibles d'être éventuellement, comment dirais-je, exposées au grand jour. Donc, prévenir plutôt que guérir. Ça participe d'une forme de prévention, en quelque sorte, de prendre en considération ce risque qui n'est pas à leur main, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas véritablement d'enjeu, puisque tout va bien, en vérité. Donc, c'est à la fois une sorte de wake-up call, comme on dit en français maintenant, puisqu'il faut s'exprimer en anglais un mot sur deux, pour s'assurer que véritablement, dans l'entreprise, on prend en considération pour de vrai les conditions de travail. Et d'autre part, cela permet aussi de surveiller et d'être attentif à sa réputation. Donc, sur les réseaux. En conclusion, être vigilant par rapport à tous ces bruissements, entre guillemets, de l'out-tweeting. Absolument. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit ce Lex Insight sur Décideur TV. Je suis en compagnie d'Anne-Charlotte Kervolen, docteur en droit, auteur du guide sur la société pluriprofessionnelle d'exercice, la SPE. Anne-Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi avoir écrit ce guide sur la SPE ? Alors ce guide professionnel sur la SPE est inspiré de ma thèse doctorale qui m'a animée pendant 4 ans. Ma thèse doctorale est une thèse CIFRE, une thèse professionnelle qui n'a pas été publiée. Donc, pas publiée, pour moi, c'était quelque chose d'impensable, inconcevable. Et je me suis battue. Je me suis battue pour les professionnels du droit et du chiffre, tout simplement pour la rendre publique. Et j'ai repris ce pavé de 600 pages. J'ai viré les notes de bas de page, j'ai repris l'intégralité de la table des matières, et puis je l'ai vulgarisé pour la rendre accessible, et j'en ai fait un guide professionnel à l'usage des professionnels. Alors, évoquons justement ce guide. Qu'est-ce qu'une SPE et qui sont les professionnels du droit et du chiffre qui sont concernés par la SPE ? Alors la SPE, c'est une nouvelle structure d'exercice qui permet aux professionnels du droit et du chiffre d'exercer ensemble. La SPE, c'est un concept nouveau qui s'inscrit dans la société, une société contemporaine, nouvelle et d'économie, faite de rapprochements, de nouvelles structures, et notamment aujourd'hui à l'heure de la globalisation. Aujourd'hui, les professions qui sont concernés par cette nouvelle structure, ce sont des professions réglementées et libérales. D'un côté, on a les professionnels du droit, qui sont les avocats au conseil, les notaires, les commissaires de justice, les conseils en propriété industrielle, les administrateurs judiciaires et les mandateurs judiciaires. Et puis on a de l'autre côté les professionnels du chiffre, qui sont les experts comptables et les commissaires aux comptes. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, malgré ce dispositif, il y a encore peu de SPE ? Alors, il y a plusieurs raisons à ce que j'appelle cet échec. J'en citerai 5 principales. La première, je dirais que la SPE est réservée. Pourquoi réservée ? C'est un outil réservé à une minorité informée et libre, ou à ce que j'appelle une aristocratie d'entreprises qui dispose aujourd'hui de moyens, de grands moyens au sein de la France. Deuxième raison, ce que j'appelle une SPE peu connue, voire absolument pas connue, par un manque de communication à son sujet. Et ce manque de communication, s'accompagne nécessairement d'un manque d'informations juridiques, financières et puis techniques. Troisième raison à ce sujet, la SPE est freinée par un certain nombre de freins déontologiques, d'ordre économique et patrimonial et d'ordre culturel. Quatrième raison,
une SPE que j'appelle, on va dire, mal maîtrisée par l'ensemble des professionnels que je viens de citer. Pourquoi mal maîtrisée? Parce que le professionnel qui travaille dans cette SPE doit d'abord connaître sa propre déontologie, ce qui est normal, ses propres règles professionnelles. Et ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'il doit également connaître les règles professionnelles et les principes déontologiques de la profession avec laquelle il va travailler. Et en plus de ça, dernier point, c'est qu'il doit connaître aussi les règles de la structure. Donc c'est un amas de règles qui est absolument énorme. Et puis dernière raison, c'est ce que j'appelle la SPE concentrée, puisque la plupart ou la majorité des formes existantes aujourd'hui de SPE est concentrée dans des zones à forte urbanisation. Voilà pourquoi on explique aujourd'hui cette forme d'échec. Alors, essayons d'avoir un regard positif. Quel est l'intérêt pour les professionnels du droit et du chiffre de recourir à la SPE et essayons d'avoir justement de se dire qu'elles vont prospérer à l'avenir? Bien sûr. Alors, les professionnels du droit et du chiffre, je dirais, ont deux intérêts majeurs. Le premier, tout simplement, c'est qu'ils peuvent faire face de façon évidente à la concurrence par l'union de leur profession en réunissant leurs compétences. Je dirais de façon très claire, avec une expression facile, l'union fait la force. C'est très clair. Ils vont donner l'opportunité à leurs clients de leur offrir une réponse adaptée, simplifiée et de qualité à leurs clients, parce qu'on appelle une offre globale et complète avec une palette à 360 degrés de services. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais que la SPE est un incroyable vivier pour le business. Pourquoi ? Parce que cette palette de services à 360 degrés va permettre à la SPE de répartir son volume d'affaires sur un nombre beaucoup plus important de prestations. Et enfin, j'en terminerai là, c'est que l'ensemble des professionnels qui sont concernés par cette structure d'exercice sont tous des experts dans leur domaine respectif d'activité et des tiers de confiance. Et en étant des tiers de confiance, ce que j'appellerais des facteurs de valeur. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des différents types de harcèlement en ligne avec mon invitée Stéphanie Fulgok, associée chez Next Avocat. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les différents types de harcèlement en ligne ? Alors, par la notion communément désignée par le harcèlement en ligne, on peut se parler d'une multitude de comportements qui sont appréhendés par le droit. Il y a bien sûr le harcèlement tel qu'il est prévu par le code pénal avec des infractions spécifiques lorsque c'est commis par le moyen d'un service de communication au public en ligne, mais pas seulement. En fait, on peut aussi se parler de la multitude des comportements qui bien que commis par des services de communication au public en ligne, sont extrêmement dommageables pour la personne qui est visée. Ça veut dire quoi, des comportements dommageables ? Par exemple, si une vidéo ou une photo qui représente une personne, pourquoi pas dans un contexte d'intimité, est diffusée sans le consentement de cette personne, il s'agira là d'une atteinte à sa vie privée. Des propos qui sont tenus à l'encontre d'une personne peuvent constituer du dénigrement, de la diffamation, de l'injure selon les cas. En fonction de la violence, ça peut aussi être des menaces, de l'incitation à la haine. Donc il y a un travail de qualification juridique assez précis à faire propos par propos, et c'est cette qualification qui déclenche ensuite des actions judiciaires particulières à mettre en place, avec des prescriptions spécifiques, des tribunaux en particulier à saisir. Évoquons les victimes de harcèlement. Alors, on a tous en tête
ces harcèlements dans le collège, mais qui sont les principales victimes de ces harcèlements en ligne? Mais ça peut être tout le monde. Ça peut être des personnes qui sont publiquement connues ou pas. Donc, vous évoquez éventuellement des jeunes. On peut penser à cette Mila, il y a 2 ans, qui avait fait l'objet d'un flot de propos extrêmement violents à son égard. Donc là, on avait parlé effectivement de menaces de mort, de harcèlement, d'incitation à la haine. Mais plus communément, il y a aussi des chefs d'entreprise qui subitement peuvent être la cible de propos. Alors selon les cas, par exemple, s'il écrit dans un avis en ligne, cette personne ou cette société est un escroc. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que si les propos sont répétés ont un impact sur la personne du dirigeant, c'est du harcèlement? Est-ce que, si toutefois c'était vrai, si il y avait vraiment eu une condamnation pour escroquerie à l'encontre d'un dirigeant d'une société, ben là, finalement, on se parle de liberté d'expression et du droit du public à l'information. Donc, la façon dont le propos est appréhendé... joue sur la qualification après juridique. Absolument. Il y a un arbitrage qui est à faire entre, d'une part, l'atteinte qui est faite à l'égard d'une personne, à l'encontre d'une personne, mais aussi le fait que l'information doit pouvoir circuler. La liberté d'expression existe en France. Mais est-ce qu'on peut vraiment donner une amplitude très très large à cette notion de liberté d'expression quand les propos, et c'est souvent le problème en ligne, sont tenus de façon anonyme? Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ces limites? Le problème, à ce jour, c'est qu'il y a une passivité qui est totale de la part des services, des plateformes, des réseaux sociaux sur lesquels sont diffusés les propos. Elles ne veulent pas agir parce que souvent ça fait le buzz, c'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est une question de buzz, mais de fait, elles n'agissent pas. Par exemple, en venant là à cette interview, je lisais dans la RATP, nous sommes le réseau social le plus grand de France. C'est vrai. Mais dans le même temps, je voyais que des agents de sécurité de la RATP étaient en train d'appréhender une personne qui avait un comportement de débornement évident, qui proférait des injures à l'encontre des voyageurs. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ces agents de sécurité qui sont là pour faire la police. Et ça, c'est un problème. Parce que dans un établissement, si des élèves ont un comportement de harcèlement à l'égard d'autres, le chef d'établissement doit être tenu responsable. C'est la même chose dans une entreprise pour le chef d'entreprise. Il y a un sentiment d'impunité très important sur les réseaux sociaux et on s'interroge de savoir, et on le verra, il y a un nouveau règlement européen, le Digital Services Act, DSA, qui permettra le DSA effectivement peut-être de responsabiliser ces grandes plateformes. Mais ce qu'il faudrait surtout pour garantir cet équilibre entre la liberté d'expression et les atteintes qui sont faites aux personnes, que ce soit dans le cas de harcèlement ou autre, c'est des moyens donnés à la justice, parce que c'est le juge qui a cette indépendance pour arbitrer du point de savoir si le comportement doit être sanctionné ou pas. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci Stéphanie Fulgoc d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.